commencer en fait notre quatrième live pour cette période de confinement avec la page Qara Dar. Déjà, salam alaikum tout le monde. Euh, un très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler toujours et encore de transformation digitale. Cette fois-ci, une transformation digitale un peu particulière, qui est la transformation digitale gouvernementale. Et donc, avec vous, Mohsin Khadissi, je suis professeur universitaire, entrepreneur, consultant, et j'ai développé pendant quelques années une expertise dans la transformation digitale. Des années où j'ai accompagné plusieurs comptes dans le public et dans le privé, au Maroc et à l'international, pour définir leur stratégie digitale, pour évaluer leur maturité digitale et pour travailler concrètement sur des projets digitaux. Donc, toujours à votre écoute et toujours un plaisir de vous retrouver au travers de ce live au niveau de la page Qara Dar. Euh, donc, une minute, une minute avant de commencer, d'avoir cette transformation, d'opérer cette transformation et de réussir cette transformation si on veut justement gagner la bataille contre. Donc, on commence, Inch'Allah. Comme j'ai dit depuis tout à l'heure, comme j'étais en train de dire, je sais pas, est-ce qu'il y a un petit problème au niveau du live? Euh, donc, depuis des décennies, voire des siècles, il y a une évolution en fait de la société. On est passé d'une société qui était principalement concentrée sur des activités de pêche, des activités de chasse, vers des sociétés où, alors bien sûr, la pêche et la chasse, elle a de ça de particulier que on va avoir de la nourriture immédiate, on va avoir de la nourriture en temps réel. On va pas être beaucoup plus dans la logique d'emmagasinement et de stockage. Et bien entendu, c'est une société qui n'est pas nécessairement structurée, qui n'a pas besoin d'organisation, de structuration. Et donc, du coup, les besoins d'avoir un gouvernement sont assez légers. Après, on a évolué vers les sociétés agricoles. Là, bien sûr, on est plus dans une logique où on va avoir des aliments qui vont être stockés, qui vont être sauvegardés pendant une année, des mois, pendant des années. Et donc, on va avoir besoin d'emmagasinement. D'ailleurs, euh, dans notre société, par exemple, ben, on associe le système, le gouvernement, à quelque chose qui s'appelle mkhzen. Mkhzen, c'est le magasin. Donc, c'est là où on stocke. Parce que l'un des rôles majeurs qui était exercé par le gouvernement pendant une longue période, c'est un rôle d'emmagasinement des denrées alimentaires pour les périodes de sécheresse et pour les périodes difficiles. Donc là, on a besoin quand même d'un minimum. Bien entendu, après, il y a eu des sociétés industrielles. Donc, on est passé vers une logique où on est parti d'une activité agricole qui généralement se fait à l'endroit où ça doit se faire. Généralement, c'est là où on va produire. Après, bien sûr, il y a une vente qui s'achemine sur des chaînes logistiques plus ou moins très simples entre le village et la ville pour justement atteindre le consommateur. Généralement, on consomme local et il n'y a pas des chaînes logistiques assez importantes. Avec l'avènement de la société industrielle et donc de la révolution industrielle, ce qu'il y a eu, c'est une concentration autour de là où on trouve les activités euh, portuaires notamment, les hubs logistiques. Et là, on s'est retrouvé à avoir une autre forme d'organisation parce qu'on a nécessairement besoin de regrouper des personnes pendant une certaine période, qui sont en fait les ouvriers des usines, et qui vont travailler pendant un certain moment sur
justement sur la production. Et donc, du coup, c'est d'autres formes de société, et ces formes de société ont permis de retrouver d'autres formes de gouvernement. Après, on est parti bien sûr vers la société d'information. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de ce qu'on appelle la société 5.0. C'est un terme qui a été introduit par le premier ministre japonais Shinzo Abe, le chef du gouvernement. Et en fait, c'est une nouvelle forme de société. Alors pourquoi 5.0? Parce qu'aujourd'hui, il y a l'avènement d'une cinquième génération, la cinquième génération des réseaux de téléphonie. Et donc là, vraiment, c'est une évolution majeure. L'avènement de l'intelligence artificielle qui va remplacer un ensemble de choses. L'avènement, en fait, d'autres formes de structures et de sociétés. On l'a constaté dernièrement avec les évolutions politiques et économiques qu'on est en train de vivre et de voir. Voilà. Alors, juste pour parler de révolution industrielle, on est aujourd'hui à la quatrième révolution industrielle, on parle de l'industrie 4.0. Alors, c'est un terme qui est aujourd'hui de plus en plus galvaudé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un changement majeur, c'est un changement de paradigme parce que on est parti d'une logique de massification où il n'y a pas de personnalisation, où on va avoir une industrie qui est orientée vers la grande consommation vers d'autres formes industrielles avec plus de personnalisation, parce que les gens ne veulent pas être traités de la même manière, avec d'autres formes de production, avec du prototypage qui peut se faire au plus près de la matière, de là où se trouve la matière première, et bien sûr avec des chaînes logistiques qui sont un peu plus importantes. Bien sûr, avec la pandémie, aujourd'hui, cette question de chaîne logistique revient au devant de la scène, et on se retrouve à se poser la question, est-ce qu'on doit être sur justement des chaînes longues, comme ce qui se fait aujourd'hui, où on doit raccourcir les chaînes et on doit essayer de produire local, de transformer au plus près du consommateur et au plus près de la matière première. Et donc, ces formes d'industrie aujourd'hui sont en train également de façonner la société comme la révolution industrielle, quand elle a façonné les sociétés qui ont vécu pendant plusieurs siècles. Aujourd'hui, tous les systèmes qu'on utilise aujourd'hui, aussi bien au niveau éducation, au niveau de la santé et bien entendu les systèmes de gestion des entreprises, les systèmes comptables et financiers, tous ces systèmes-là ont été créés à la suite de la révolution industrielle. Donc la révolution industrielle, elle a façonné la société, elle a façonné même les, euh, les méthodes de gouvernance. Et donc, aujourd'hui, avec la quatrième révolution industrielle, tous ces éléments-là peuvent changer, sont en train de changer en conséquence. Alors, l'administration 4.0, quand on parle de l'administration 4.0 ou 5.0, quand on parle de l'administration digitale ou du gouvernement digital ou du smart government, gouvernement intelligent, généralement on va parler des quatre caractéristiques qu'on a déjà évoquées. Alors, on avait évoqué la dernière fois euh, que quand on va parler d'une société, d'une entreprise, d'une administration qui est à l'ère du digital, ben, elle doit disposer de quatre attributs ou quatre caractéristiques principales. Alors, la première, alors le slideshow c'est stoppé. Bon, je vais voir regarder ça. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à regarder là le slideshow. Bon, je l'espère. Voilà, donc là c'est repris. Par contre, l'appareil photo n'y est plus. Bon, je vais regarder ça là également. Bon, voilà. Alors, on va faire ça. Excellent. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, on a euh, en fait une administration pour qu'elle soit intelligente, pour qu'elle soit dans l'ère du digital, c'est une administration qui doit être connectée. Alors, connectée à qui? Bien sûr, connectée avec les citoyens. Et quand on dit connectée, connectée dans différents canaux de connectivité. Donc, elle doit être connectée par téléphone. Aujourd'hui, on voit clairement que, par exemple, pour faire face à la peur et au manque d'informations et au flou qu'on vit à travers cette période de pandémie, le fait d'accéder à l'administration pour avoir plus d'informations, ben, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est important. Donc, on doit se connecter à ce citoyen, on doit permettre au citoyen de se connecter à l'administration avec différents canaux, donc euh, avec son téléphone à travers un appel, avec du SMS, avec des applications mobiles, sur des pages web, mais également sur les réseaux sociaux.
Et là, c'est fondamental. Aujourd'hui, beaucoup de gouvernements, aujourd'hui, on trouve qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux avec une présence continue. Alors bien sûr, il y a l'information qui est diffusée, mais il y a également l'information qui est capturée en termes de réclamation, en termes de retour d'expérience des citoyens, et ainsi de suite. Donc, améliorer cette expérience utilisateur des citoyens. Donc un citoyen, quand il accède à un service public, souvent, on a des expériences qui sont pas nécessairement à la hauteur. Alors, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans les sites de la plupart des ministères, pas uniquement au Maroc, mais dans beaucoup de pays, généralement, la première chose qu'on va trouver, ben, c'est le mot du ministre. C'est déjà quelque chose qui impacte l'expérience du citoyen. Parce que le citoyen, ce qu'il cherche quand il accède à un site du ministère, c'est pas le mot du ministre. Les ministres, ça change et les gouvernements changent, mais ce qui importe surtout, c'est le service qui va être offert par ce ministère. Donc, il est très très important dans cette expérience de concevoir les sites web, de concevoir les applications mobiles, de manière justement à permettre d'accéder le plus rapidement possible à l'information utile et au service et à la transaction utile. Et là, c'est toute une revue de la façon avec laquelle on conçoit les sites, on conçoit les applications et on conçoit les services de manière générale. Parce qu'on parle également des services qui peuvent se faire via un serveur vocal interactif, des services qui peuvent se faire via, par exemple, un chatbot, des services qui peuvent se faire directement au niveau de l'administration, mais de manière un peu plus optimisée, de manière un peu plus optimale pour les citoyens. Deuxième volet, c'est d'ajouter des services à valeur ajoutée. Donc, une application web, un site web, c'est pas juste une application mobile ou un site web, c'est pas juste pour avoir de l'information. C'est souvent et surtout également pour pouvoir accéder à un ensemble de services. Et là, on parle de e-services ou de services digitaux des gouvernements. Et là, également, c'est très très important de pouvoir disposer et accéder à ces services de manière digitale. Très dernièrement, on a vu le cas de l'autorisation du ministère de l'Intérieur qui est passé par un circuit assez classique qui est dangereux par rapport à l'exploitation du citoyen. Euh, bah, Mqaddam, il peut toujours exploiter cette situation de nécessité du citoyen, et on l'a vu dans plusieurs communes, mais également dangereux pour la santé publique. Et donc, accéder à un service via le digital, c'est quelque chose qui est fondamental. Et je parle ici de tous les services qui peuvent être couverts par un ministère ou par un département gouvernemental. Bien entendu, fournir des services intuitifs mais complets, alors ça c'est très important, c'est dans le sens de l'intégration des services. Et là, en fait, il y a un élément qui est important quand on parle de la connectivité, et cette connectivité ne concerne pas uniquement l'administration avec le citoyen, mais avant et surtout l'administration avec les autres administrations. Aujourd'hui, on parle beaucoup et depuis très longtemps de l'interopérabilité. Moi, j'ai vu un appel à manifestation d'intérêt sur l'interopérabilité gouvernementale depuis 2007, 2008, avec la mise en place d'une gateway d'interopérabilité. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore cette interopérabilité effective entre les différents départements ministériels. Des fois, à l'intérieur d'un même ministère, entre deux directions, ben, ça ne parle pas. Et ça, c'est dommage, parce que c'est dommage pour le citoyen, c'est dommage également pour l'administration, parce qu'il y a beaucoup de pertes d'efforts sur des sujets d'accès à l'information, sachant que c'est quelque chose qui aujourd'hui est constitutionnel. Donc il y a un droit d'accès à l'information. Bien sûr, on ne parle pas de l'information confidentielle ou de l'information privée. Et donc, très très important, il faut développer cette interopérabilité. Alors comment la développer? Aujourd'hui, il y a un projet au niveau de l'ADD pour la gateway, donc il y a quelques administrations qui commencent à s'intégrer, mais il faut que ça soit une obligation légale. Et là, il y a un volet qui est très important, on va revenir dessus, qui est fondamental dans tout effort de transformation digitale gouvernementale, c'est accompagner cette transformation par la loi, par l'aspect légal. Alors je donne un exemple sur l'aspect interopérabilité, par exemple. Au Mexique, il y a eu une loi et qui a permis justement de renforcer cette intégration entre administrations, qui interdit à une administration de demander une information à un citoyen si cette information existe chez une autre administration. Et donc c'est par voie légale qu'on a instauré cette interopérabilité. Je crois que c'est quelque chose également qui est en cours au Maroc, mais il faut vraiment accélérer ce mouvement parce que sinon on se retrouve avec des pertes d'efforts, des pertes
de, d'activité et des pertes sur le PIB. Parce que si un citoyen est obligé de partir entre 3 et 4 administrations pour avoir un document administratif, automatiquement, si c'est une fois par an, ben c'est une journée par an de perdu pour 10 millions de Marocains, 15 millions de Marocains. C'est assez important et c'est, à mon sens, quelque chose qui peut être néfaste à l'économie. Donc, très très important cet aspect intégration vis-à-vis des autres administrations. Alors l'exemple type également, c'est aux États-Unis où il y a eu un acte du Congrès américain depuis 1995 qui est le Klinger Coin Act et qui permet d'avoir en fait un niveau de maîtrise et de connaissance de ce qui existe dans chaque administration en termes de données d'information, mais également en termes d'applications et de services informatiques. Ce qui justement permet à terme de pouvoir faire et réaliser cette interopérabilité. Donc, disons que l'aspect légal ici est important. Et enfin, l'intégration d'offres de partenaires. Là également, j'insiste sur quelque chose de très très important. Le gouvernement n'a pas vocation à tout faire. Il y a beaucoup de partenaires aujourd'hui qui participent, qui contribuent, qui ont une valeur ajoutée euh, claire et qui doivent être intégrés euh, dans le processus. Donc, ils doivent être intégrés de manière active dans le processus. Alors, je donne un exemple. Aujourd'hui, quand on parle par exemple du téléenseignement, avec tout ce qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, je crois qu'il y a un ensemble d'offres partenaires qui existent depuis des années. Je parle de sites, de pages qui existent, tels que students.ma, tels que Kezaku, tels que Qaraiti. Donc il y a un ensemble de services sur lesquels il y a des gens, des jeunes, qui ont investi de leur temps, de leur argent, de leur effort pour pouvoir justement réaliser des plateformes avec du contenu éducatif important. Je crois qu'on gagnerait à les intégrer et intégrer leurs offres dans l'offre gouvernementale. Parce que cette offre gouvernementale ne peut être attractive pour un citoyen que si elle intègre un ensemble d'offres partenaires. Et plus il y a une richesse dans cette offre, plus on aura de la valeur ajoutée. Là, je donne un exemple très simple. Les applications de mobile banking, bah, c'est des applications qui ont été lancées il y a 6-7 ans. Les premières versions de ces applications n'ont pas très bien fonctionné. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui l'utilisait parce que généralement c'était des services bancaires. Alors, si je dois installer une application et devoir récupérer un mot de passe pour pouvoir juste consulter le solde ou faire de temps en temps quelques virements, c'est pas intéressant. Par contre, quand on a introduit le paiement des factures, qui sont des offres partenaires, ce n'est pas des offres bancaires, c'est des offres de partenaires de la banque. Quand on a intégré ça dans les applications mobiles, les applications mobiles ont très rapidement été boostées et on a vu tout le succès qu'ils ont eu. Donc on voit clairement que plus on a d'offres, plus ça permet justement de pouvoir accéder à les informations. هنا اللي بغيت نقول alors justement فاش كنتكلموا على هذا le projet IGOV, il n'y a pas un projet. Il faut comprendre que c'est pas un projet en particulier, c'est plusieurs projets. Euh, c'est un ensemble de petites briques, des fois, alors des briques qui ne sont pas toujours visibles au départ. Toute la partie gateway d'interopérabilité, c'est pas une brique qui est visible, mais c'est une brique qui est fondamentale. Et après, une fois on a ces différentes briques, on a par exemple un ensemble d'API qui sont offerts, qui sont ouvertes par les différents ministères, par les différents départements gouvernementaux. Au bout d'un certain moment, on construit dessus de la valeur ajoutée. Je donne un autre exemple. Dans les projets eGov, parmi les choses fondamentales qu'il faut mettre en place, c'est tout simplement la partie Open Data. Et là, ce n'est pas le gouvernement qui va agir, c'est beaucoup plus le privé qui va agir pour pouvoir construire des services qui utilisent cet open data. Et là, bon, j'ouvre une petite parenthèse, justement par rapport au Covid. Aujourd'hui, on fait face à une pandémie, et je crois que c'est une pandémie dans laquelle nous tous devons participer, contribuer et travailler euh, pour faire en sorte qu'on n'ait pas des impacts forts sur l'ensemble des parties et des acteurs de la société. Et là, je demande vivement aux acteurs gouvernementaux, notamment le ministère de la Santé, mais également les autres ministères, d'ouvrir un ensemble de données. Je parle des données des patients, même si je parle de données anonymes, notamment des données, certaines données cliniques, d'ouvrir les données éventuellement
éléments qui concernent les différentes localités. Bien sûr, je ne parle pas des adresses, mais je parle où on a trouvé justement la pandémie. En tout cas, d'ouvrir un maximum de données non personnelles qui concernent la maladie, qui concernent les patients, parce que c'est quelque chose qui va être fondamental par la suite pour pouvoir développer des mécanismes, développer des applications, développer des services, développer des équipements, développer des médicaments ou des vaccins pour cette maladie. C'est très très important qu'on puisse avancer dans cette logique de d'open data parce que c'est quelque chose de salvateur. Donc, je ferme la parenthèse et je reviens au slide. Donc, c'est un gouvernement, c'est une administration qui doit être connectée. Alors là, il faut comprendre une chose, c'est que dans cette connectivité, il y a également des fondamentaux de transparence, des fondamentaux d'ouverture, des fondamentaux de collaboration qui sont implicites. Le deuxième volet, c'est une administration qui est intelligente. Là, premier niveau, premier élément à prendre en considération, c'est l'aspect open data. Je viens d'en parler. Il y a un volet qui est aussi important, c'est de pouvoir identifier le citoyen. Et là, l'identité numérique, elle est également fondamentale. On a vu par exemple avec le Covid, quand on veut adresser des aides et des subventions à des populations qui ne sont pas identifiées, c'est très difficile de le faire. Et là, l'identité numérique est un élément fondateur. J'ai vu dans d'autres pays, même des pays similaires, l'Arabie Saoudite, quelques pays du Golfe, qu'il y a une forte orientation vers une identité basée sur l'empreinte digitale et sur un numéro de téléphone. Et c'est une identité qui est utilisée un peu partout dans tous les services gouvernementaux. Et donc, pour accéder à n'importe quel service, vous devez passer par cet aspect qui est fondamental. Cette identité, elle est très très importante dans tous les services gouvernementaux et on a besoin d'avoir une seule identité, non pas plusieurs identités. Ça ne peut être que bénéfique si on a une seule identité partout où on va. Et donc, je rentre dans un site ministériel, je rentre dans une application mobile, j'accueille un serveur vocal interactif, j'utilise mon identité unique et c'est valable un peu partout. Bah, aujourd'hui, il y a des acteurs qui travaillent sur ça et je crois il faut pouvoir profiter des expériences qui existent et il y a des acteurs marocains qui ont travaillé avec des expériences même à l'étranger. Troisième volet, c'est l'exploitation des données citoyennes pour améliorer les services. Ça veut dire en fait, il ne faut pas penser aux services gouvernementaux comme étant des services définitifs. Et ça, malheureusement, c'est parmi les choses, les grandes erreurs qu'on commet quand on déploie un service gouvernemental. C'est-à-dire tout simplement on le déploie comme étant, une fois déployé, c'est fini, c'est terminé. Normalement, il faut toujours essayer de garder un œil sur les différentes données qui sont remontées au niveau de l'utilisation. Des données sur le citoyen, sur le niveau d'utilisation, sur les rubriques qui sont les plus utilisées, sur les personnes qui utilisent le plus, et ça permet d'orienter les actions de communication, ça permet de reconfigurer le service de manière à apporter le plus de valeur ajoutée. Utiliser de l'intelligence artificielle pour le support, pour l'assistance aux citoyens. Bon, l'intelligence artificielle, c'est un large domaine, mais parmi ces domaines d'activité, c'est d'utiliser pour fournir des chatbots, pour fournir du support aux citoyens de manière intelligente, de manière à alléger les services gouvernementaux en conséquence. Bien entendu, une fois on a de l'open data, on peut avoir également des business models autour de la donnée. Le troisième volet de la transformation digitale, c'est le volet agilité. Donc, un gouvernement doit être agile. Alors, là également, c'est typiquement des choses qu'on voit dans des périodes comme ce qu'on est en train de voir, donc dans des périodes de pandémie. On voit clairement que si on n'a pas la capacité d'être agile, alors agile, ça veut dire tout simplement avoir la capacité de déployer très rapidement des solutions et de transformer la façon avec laquelle on fonctionne très rapidement. On l'a vu très dernièrement avec l'instauration du bureau d'ordre électronique, du parapheur électronique. Je crois que c'est des initiatives très très intéressantes. D'ailleurs, une bonne partie de ces initiatives existaient auparavant. En fait, c'est quelque chose qui existait chez l'ADD par exemple, ou avant également chez le ministère de Commerce et Industrie, le ministère de la Réforme euh, de l'administration. Donc, c'est des choses qui existaient, mais on peinait à les utiliser parce que les gens revenaient sur leur façon de travailler, leur façon naturelle de fonctionner, parce qu'on ne veut pas avoir ce niveau de transparence, ce niveau de fluidité, pour des raisons assez diversifiées. Disons que sur le volet agilité, il y a un ensemble de choses qui doivent être intégrées. L'un des volets importants, c'est les moyens de paiement, intégrer les moyens de paiement dans le service gouvernemental, de manière à pouvoir avoir une agilité dans la phase transaction. Un autre élément qui est très très important, c'est la dématérialisation. Et là, on parle de la dématérialisation de bout en bout. Donc, dans la transformation digitale, l'élément dématérialisation est fondamental.
Donc la mise en place de GED, de gestion électronique des documents, de BPM. Donc notamment quand on parle de bureau d'ordre électronique, bah, c'est un élément de cette dématérialisation. Bien entendu, avoir la capacité à développer des offres sur le cloud. Aujourd'hui, on a énormément besoin d'avoir du cloud gouvernemental pour plusieurs domaines. Alors, des domaines comme le retail, des domaines comme l'industrie, comme l'agriculture, ont besoin d'avoir un cloud gouvernemental. Comme ça, nos données restent dans le pays, donc on garde cette souveraineté sur la donnée. Bien sûr, avoir une forte collaboration en interne du gouvernement. Et enfin, euh, donc rester toujours en mouvement vis-à-vis des citoyens. Alors, sur le volet collaboratif, donc il y a un ensemble de sujets, alors aussi bien la collaboration en interne, mais la collaboration également intergouvernementale et la collaboration avec les autres acteurs privés et associatifs. Donc, instaurer éventuellement le crowdfunding, alors c'est un projet qui est en cours, utiliser les réseaux sociaux et l'utiliser de manière structurée pour communiquer avec les citoyens. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, comparativement à d'autres gouvernements et à d'autres pays, on est très loin par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux au niveau gouvernemental. Alors, à part quelques ministres qui utilisent de manière naturelle les réseaux sociaux, le reste, on est très, très faible. Et en fait, c'est pas institutionnalisé, c'est beaucoup plus des initiatives personnelles. Et puis introduire tout ce qui est gamification, donc parcours ludique ou ludification, au niveau du parcours citoyen, de manière ce qu'on puisse avoir une certaine fidélisation de ces citoyens pour qu'ils reviennent utiliser les différents services gouvernementaux. Voilà de manière globale. Alors aujourd'hui, il y a un ensemble de tendances qui concernent en fait les smart government. Bon, ça c'est quelques-unes des tendances qu'on peut relever. Il y en a plusieurs, je ne vais pas parler de toutes ces tendances, mais disons que aujourd'hui, il y a des tendances qui concernent tout ce qui est gouvernement augmenté. On parle de gouvernement augmenté, augmented governments, qui utilise l'intelligence artificielle. Donc, comment on peut faire usage de l'intelligence artificielle pour améliorer les services, pour réduire les efforts répétitifs et donc orienter l'action gouvernementale vers la valeur ajoutée pour le citoyen. Le deuxième volet, c'est tout ce qui est digital citizen. Donc, c'est en fait avoir des services basés sur l'identité digitale de bout en bout. Donc, avoir une logique d'interopérabilité et traiter le citoyen comme étant un citoyen digital. Alors, on a vu un exemple de citoyenneté digitale qui a été introduit par l'Estonie. L'Estonie, qui est un pays de l'ancienne URSS, qui a introduit. D'ailleurs, c'est dans ce pays qu'on a créé, par exemple, des outils comme Skype. Et en fait, aujourd'hui, tous les processus qui concernent le citoyen, tous les services administratifs, depuis la naissance jusqu'à la mort, sont complètement digitalisés. Et donc, même l'accès à la citoyenneté est quelque chose qui est complètement digitalisé. Et donc, ça, c'est juste un exemple à suivre. Et bien sûr, derrière, il faut savoir que c'est basé sur une plateforme d'interopérabilité assez importante. Il y a tout un projet qui s'appelle X-Road, je crois, si je me rappelle bien, qui a été initié par l'Estonie il y a quelques années et qui a permis justement aujourd'hui d'atteindre cette citoyenneté digitale. Un autre volet qui peut être assez intéressant dans ce sens, c'est ce qu'on appelle le nudge for good. Le nudge for good, c'est-à-dire, alors nudge en anglais, c'est coup de coude, si vous voulez. C'est comment on peut, à travers des petites mesures incitatives, pousser le citoyen à utiliser à bon escient les services gouvernementaux. Donc, comment on peut vraiment apporter de la valeur à travers des petites modifications. Alors, des modifications sur le fonctionnement des applications, sur les messages qui sont affichés au niveau, par exemple, d'un site web, sur les valeurs par défaut d'un formulaire, sur les messages SMS qu'on utilise. Et là, je peux évoquer, par exemple, une expérimentation qui a été faite je crois en Caroline du Sud, en tout cas, du Sud, en tout cas aux États-Unis, dans l'un des États, euh, pour pouvoir inciter les citoyens à utiliser en fait un service de consultation gratuit, de consultation médicale gratuite. Alors, on a tout essayé, on a envoyé des SMS, les gens ne répondent pas. Et en fait, on a essayé euh, trois types de SMS. Un SMS qui dit, euh, bah voilà, vous avez la possibilité de faire une consultation gratuite, veuillez appeler le numéro suivant. On a changé de message après pour envoyer un autre euh, échantillon de citoyens, un autre message qui consiste à dire si vous voulez protéger vos proches,
protégez vous-même, venez pour une consultation. Et un troisième message qui dit, vous avez été sélectionné pour une consultation gratuite, veuillez appeler le numéro. Ah, figurez-vous que le troisième message a permis d'augmenter de 40% le nombre de visites à cet hôpital public. C'est-à-dire que des fois, la façon avec laquelle le message est conçu, et là généralement il y a toutes les études marketing qui peuvent appuyer sur cela, peuvent impacter fortement la façon avec laquelle on utilise un service. Et là, sur justement cet aspect, aujourd'hui, au niveau gouvernemental, on est très loin. Par contre, il faut savoir que dans beaucoup de gouvernements, un peu partout dans le monde, on a quelque chose qui s'appelle BIT. BIT, c'est Behavioral Insights Unit. C'est une équipe qui travaille sur la partie comportementale. Alors, par exemple, le ministère de l'Emploi en Arabie Saoudite, il a un BIT. Dans le gouvernement britannique, on a un BIT. Donc, c'est comment je peux utiliser des techniques de marketing. En fait, c'est basé sur quelque chose qui s'appelle Choice Architecture. C'est en fait des psychologues qui ont développé des logiques d'architecture de choix et comment pousser. Alors, ça peut aller vers un sens négatif où on va faire de la manipulation, mais quelque chose qui peut être assez intéressant pour justement orienter les actions gouvernementales. Alors, il ne faut pas oublier, quand on est au niveau de l'administration, qu'il y a un écosystème. Cet écosystème est formé des individus, des entreprises, et quand on parle d'individus, c'est la nouvelle génération. Donc, il faut penser que dans les citoyens qu'on va avoir de plus en plus, il y a un fort pourcentage, et notamment dans nos pays où on a en fait une pyramide démographique où on a une bonne partie de la population qui est entre 15 et 25 ans, 30 ans, on aura de plus en plus de digital natives. Et là, c'est une génération qui a un ensemble de particularités psychologiques. C'est une génération de zappeurs. C'est des gens qui sont des consommateurs aguerris, qui connaissent exactement ce qu'ils doivent consommer. Ils ont besoin d'une expérience utilisateur personnalisée et généralement, ils sont assez autonomes et se réfèrent aux conseils des autres. Ça, c'est très très important à comprendre. Également comprendre les types de produits et de services qui sont de plus en plus actualisé. On a une orientation vers ce qu'on appelle la servitisation des produits, la transformation de passifs en actifs avec l'ubérisation, avec des services comme Airbnb, comme Booking ou autres. Et bien entendu, même chez les collaborateurs au niveau de l'administration publique, on a d'autres types de collaborateurs qu'il faut gérer correctement si on veut justement les intégrer dans cette économie. Bien sûr, ces collaborateurs ont une certaine volatilité et aujourd'hui, il y a une guerre de compétences ou une guerre de matière grise qui se livre un peu partout dans le monde. Il faut penser également aux partenaires et comment penser à la notion de gouvernement étendu. Ça veut dire, de la même manière qu'on parle d'entreprise étendue, qui intègre ses clients, qui intègre ses fournisseurs, ses partenaires, ses collaborateurs, comment on peut penser à un gouvernement étendu. Donc, quand je suis dans un ministère, pensez le ministère autrement. Le ministère, c'est pas juste le siège, c'est pas juste les personnes qui se trouvent au niveau du siège, c'est pas juste les fonctionnaires qui y travaillent. Le gouvernement, l'administration, le ministère, ça va au-delà de ça. Le citoyen peut être un acteur gouvernemental. L'entreprise privée peut être un acteur gouvernemental. L'association peut être un acteur gouvernemental. Et comment penser chaîne de valeur complète et écosystème. Alors, voilà, peut-être, bon, je ne vais pas avoir le temps pour parcourir en fait tous les slides. Peut-être je vais juste ouvrir un peu le bal aux questions éventuelles euh, pour pouvoir justement répondre sur les 10 minutes qui restent à ces questions éventuellement. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions et s'il y a des sujets sur lesquels justement on peut répondre. Alors, peut-être juste pour compléter ce que j'étais en train de dire, il faut comprendre que ce volet de transformation digitale gouvernementale, c'est quelque chose qui doit se faire en plusieurs étapes. Ça veut dire tout simplement que il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui va se faire en one shot. C'est une construction. Et donc, quand on dit construction, c'est-à-dire tout simplement qu'il y a différentes étapes qu'on doit parcourir pour arriver justement à cette transformation. C'est un peu comme construire des chemins de fer. Alors, dans les chemins de fer, il y a, première étape, il faut poser les rails. Pour poser les rails, ben, c'est tout un effort qui peut être invisible pour les citoyens. On ne peut pas encore vendre des tickets, on n'a pas encore une rame qui roule, mais c'est un élément qui est très très important pour pouvoir construire. Alors, quand on parle de rails, au niveau de la digitalisation, c'est toute l'infrastructure nécessaire. C'est également l'interopérabilité qui est fondamentale. C'est également la capacité
à disposer de services qui peuvent être ouverts à l'extérieur, la capacité à avoir de l'open data, c'est bien sûr les rails en termes de réglementation, tout ça c'est les rails. Après, on va déposer les wagons. Alors, quand on va déposer les wagons, l'avantage c'est que on peut le faire de manière progressive. Donc, on n'est pas obligé de poser toute la rame en un seul moment. On peut construire de manière progressive pour avoir des différents wagons qui se rajoutent au fur et à mesure pour arriver à la fin à vendre des tickets. Il ne faut pas vendre les tickets au début. Là, souvent, dans l'action gouvernementale, on vend les tickets au démarrage. Ça veut dire tout simplement que ce qui est important, c'est la photo, c'est la vidéo, c'est l'effet annonce, c'est l'inauguration et c'est tout ce qui va avec. Et ça, on est déjà en train de vendre des tickets sans avoir de rail. Il faut commencer par le commencement, il faut essayer d'y aller de manière progressive. Je crois que c'est un élément qui est fondamental et qui est très très important à noter. Avoir l'infrastructure, construire progressivement les wagons. Bah, les wagons, c'est les services gouvernementaux et ça se construit de manière progressive. Il faut qu'il y ait un lien entre les wagons, c'est l'interopérabilité. Il faut qu'il y ait une bonne locomotive, et la locomotive, elle est importante. Et bien entendu, il faut que ça roule avant de partir vers une logique de vente de tickets. Alors, une question, que du contournement de l'utilisation des données citoyens pour d'autres intérêts, par exemple citoyen tracking comme la Chine. Alors, en fait, là, je crois qu'il y a deux extrêmes. Il y a une extrême, peut-être la Chine représente cet extrême, c'est vraiment euh, aucune, aucun respect ou peut-être un faible respect à tout ce qui est données privées et utilisation des données des citoyens pour faire ce qu'on appelle du social scoring. Ça, c'est ce qui existe en Chine. On est passé loin. C'est en fait aujourd'hui un bon citoyen, celui qui fait ce que lui demande le gouvernement, il a plus de points, donc il peut accéder à plus de services. Alors que quelqu'un qui n'a pas justement ces éléments-là, il ne peut pas accéder à certains services, et donc une partie de sa liberté, elle est remise en cause. Donc moi je trouve que ça c'est une extrême. Après une autre extrême où on a des gouvernements laxistes. C'est en fait, on se dit non, on va pas. Je crois que par exemple le tracking peut être intéressant dans certains types de situations, notamment dans des situations comme la pandémie du Covid-19. Et ça peut être intéressant d'avoir un niveau de tracking qui respecte les données personnelles. Bien sûr, là, la réglementation elle est fondamentale, notamment pour des données comme les données médicales. Je crois que la CNDP travaille dans ce sens et il y a eu, je crois, un projet pour les données médicales en particulier, au-delà de la partie de la loi 0908. Disons que c'est un élément qui est fondamental pour pouvoir accompagner cette digitalisation. Maintenant, il ne faut pas, je crois que même dans le numérique, même dans le digital, on peut avoir une dictature numérique. De la même manière qu'on peut avoir une démocratie numérique. Et les formes sont un peu plus évoluées, et donc il faut juste savoir euh, tenir entre les deux bouts, et donc avoir un niveau de cohérence dans l'action gouvernementale pour ne pas tomber dans une dictature numérique, et ne pas tomber dans l'anarchie numérique. Une autre question concerne comment réussir la transition vers l'industrie 4.0. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, l'industrie 4.0 s'impose comme un modèle dans l'industrie. Disons qu'aujourd'hui, on est un peu loin, on est un peu loin. On commence notamment avec des entreprises étrangères qui sont implantées au Maroc, qui ont mis en place des mécanismes qui se rapprochent de l'industrie 4.0. Mais il faut dire que pour réussir l'industrie 4.0, il faut que tous les éléments, tous les maillons de la chaîne s'intègrent. Ça veut dire que le citoyen ou le consommateur ou le client de ces industries doit être intégré dans la chaîne. Le gouvernement, avec tous ses services, l'industrie, généralement, il a besoin d'importer, il a besoin d'exporter, il a besoin de produire. Et donc tout ça, il a besoin d'un ensemble de formalités administratives. Et donc, elle interagit fortement avec les instances gouvernementales, avec la douane, avec les instances portuaires, avec les administrations pour les autorisations, avec la défense nationale, dans certains cas. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent être huilées pour pouvoir justement réussir l'industrie 4.0. Mais à côté de ça, il faut avoir une volonté à produire local. Je crois que on n'est pas encore au niveau de l'industrie 2 ou 3.0. Il faut qu'on puisse justement comprendre et connaître nos avantages, comprendre qu'on peut quand même avoir en fait euh, des compétences locales et qu'on peut produire local et on ne doit pas être continuellement
orienté vers l'import. De la même manière qu'il faut également renforcer les capacités exportatrices de certaines industries existantes ou des industries additionnelles. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas encore dans l'industrie du futur, on n'est pas encore dans des industries à forte valeur ajoutée, mais on commence à s'y mettre avec les énergies renouvelables, avec l'industrie automobile et aéronautique. Je crois qu'on a besoin d'un coup de pouce là-dessus. Une question sur le modèle estonien. Alors, sur justement le modèle estonien, bon, je dois dire que c'est un peu différent. C'est un peu différent, c'est un petit pays. L'Estonie, c'est un pays, je crois, de 3 millions d'habitants à peu près. C'est une superficie qui est très réduite. Donc, généralement, dans des pays de ce type-là, on a plus de capacité à agir. Donc, on l'a vu avec Singapour, on l'a vu avec Rwanda, on l'a vu avec les Émirats. C'est pas la même chose que quand on a un pays un peu plus élargi avec différentes euh, langues, des fois, avec différentes cadas. Et surtout, l'Estonie, c'est un pays qui a un taux d'analphabétisme qui est très faible. Alors qu'au Maroc, on a un grand taux d'analphabétisme, donc il faut qu'on pense nos propres solutions. Le modèle, à mon sens, c'est un modèle intéressant dans lequel on peut avoir de bonnes pratiques à utiliser, des choses desquelles on peut s'inspirer, mais il faut qu'on construise notre propre modèle. En tout cas, c'est un modèle assez intéressant, mais il faut savoir que historiquement, l'Estonie, c'était le pays qui était, entre parenthèses, la DSI de l'ancienne URSS. Parce que, en fait, les différents États de l'URSS, ils étaient spécialisés, et l'Estonie, c'était l'État qui était spécialisé dans tout ce qui est système d'information et tout ce qui est technologie. Et donc, du coup, c'est naturellement qu'il est passé aujourd'hui vers ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, donc, alors s'il y a des questions. Alors, moi j'allais très rapidement, je voulais quand même projeter ce slide. Bon, il y a un ensemble de propositions que j'avais faites il y a quelques années pour la partie administration numérique. Je voulais quand même insister sur cet élément qui est, à mon sens, important. Toute stratégie digitale gouvernementale doit reposer sur un ensemble de principes. Ça, c'est quelques principes que je voudrais en fait mettre en avant. Le premier, c'est qu'il y ait une forte orientation citoyenne. Le seul objectif, c'est créer de la valeur ajoutée pour le citoyen et pour le pays. Si on a des gens qui ont des intérêts personnels, euh, il y en aura, il y en a toujours, mais il faut avoir cette orientation citoyenne. C'est comme ça qu'on construit la confiance. Et la confiance est un élément fondamental de tout effort d'administration électronique. Et c'est pour ça que le deuxième point, c'est faire confiance aux acteurs de l'écosystème, aux entreprises, à l'administration et aux différents départements et aux hommes et femmes qui sont et seront les acteurs de ce changement. Ça, c'est également très très important. Il faut que cette confiance règne. Et s'il n'y a pas ce climat de confiance qui doit être inspiré, qui doit être construit au travers d'actions concrètes faites par le gouvernement et également de bonne volonté citoyenne, c'est très difficile de faire avancer ce genre de sujet. Un troisième volet, c'est une démarche participative collaborative. Donc, il faut pas, personne n'a la potion magique, personne n'a la solution miracle. Il faut essayer de faire contribuer un maximum. Des moments comme celui de la pandémie nous rappellent que chacun a quelque chose à donner et quelque chose à contribuer. Et tout un chacun a également une responsabilité, un devoir vis-à-vis de son pays. Et c'est en exerçant ce devoir qui va justement apporter de la valeur, mais il faut qu'on le laisse faire, et il faut qu'on ait, quitte à ce qu'il fasse des erreurs, c'est pas grave, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, normal, il faut qu'on soit dans cette approche participative et non pas dans une approche d'exclusion, parce que souvent, quand on a des messages d'exclusion, automatiquement, on ne développe pas la confiance, on ne développe pas l'approche participative. En fait, le citoyen se retrouve un peu délaissé, il ne va jamais penser à se réapproprier son pays pour contribuer à le faire avancer. De l'apprentissage par l'action, il faut qu'on soit dans une démarche de test and learn. Il n'y a rien de parfait, rien n'est parfait au démarrage. Il faut qu'on s'inscrive dans le long terme, dans une démarche agile, mais qu'on fasse concrétiser les choses. Et l'amélioration va venir au fur et à mesure. Un cinquième principe qui, à mon sens, est important, une réglementation renforcée et agile. Alors renforcée, quand je dis renforcée, c'est pas dans le sens du verrouillage, mais renforcée dans le sens où on doit accompagner le cycle technologique rapide avec un cycle réglementaire qui doit être également dans le même rythme, aussi bien pour la sécurité, pour les données personnelles, pour justement
instaurer ce climat de confiance numérique, mais également pour des technologies comme les drones, l'IoT, l'intelligence artificielle ou autres. Et enfin, favoriser les produits locaux et une création de champions digitaux nationaux. Je crois que là également, c'est très très important, c'est fondamental si on veut aller de l'avant. Parce que si on repose à chaque fois et si on est dépendant à chaque fois d'acteurs à l'international, on ne va jamais développer une industrie locale dans le domaine digital. Et une évolution vers un gouvernement digital ne peut se faire que si on a des acteurs digitaux locaux. C'est très bien de faire des partenariats avec les Microsoft, les IBM, les Google et les grands acteurs. C'est très bien, moi je ne suis pas contre. Mais en même temps, il faut avoir toujours des alternatives locales. On s'est rendu compte dans plusieurs cas de figure que si on n'a pas d'alternative locale, on risque d'avoir. La Chine, c'est ce qu'elle a fait. Bon, avec tous les défauts qu'on peut trouver au système chinois, mais c'est un système qui a favorisé les entreprises locales et qui est construit. Alors bien sûr, pour le faire, c'est un grand marché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on veut s'inscrire dans une vraie stratégie digitale gouvernementale, il faut peut-être qu'on le fasse avec nos partenaires régionaux, notamment le Maghreb, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre nos pays maghrébins. Donc il faut qu'on construise une stratégie, qu'on puisse négocier avec les grands acteurs, qu'on puisse construire des industries régionales pour avoir une masse critique, une taille critique pour pouvoir vendre et pour pouvoir commercialiser, mais également régionale vis-à-vis de l'Afrique. Et je crois que c'est également très très important d'avoir des systèmes de clustering de plusieurs pays pour pouvoir apporter de la valeur. En tout cas, je vais m'arrêter là. Alors, je ne sais pas s'il y a une dernière question, mais en tout cas, merci beaucoup aux personnes qui étaient présentes sur ce live pour l'avoir suivi, pour votre interaction, pour vos encouragements. Et j'espère qu'on se retrouvera dans un prochain live. On va continuer à parler de gouvernement digital, mais notamment en termes du comment, qu'est-ce qu'on doit faire, et quelles sont les étapes pour pouvoir justement instaurer cette digitalisation dans le gouvernement. Je crois qu'on a pu, avec ces événements, avancer sur le bon chemin. Il faut juste que ça soit pérenne, il ne faut pas que ce soit juste un truc temporaire. Et puis, il faut qu'on renforce les fondamentaux parce que le temporaire, généralement, il n'est pas toujours basé sur de bons fondamentaux. Il faut qu'on revienne à la charge par la suite, une fois on dépasse, Inch'Allah, les événements, pour pouvoir construire les fondamentaux nécessaires et justement pour pouvoir développer également le mindset dans ce sens. Parce que son mindset, aussi bien au niveau des décideurs, au niveau des acteurs publics, au niveau des acteurs privés, mais surtout également au niveau du citoyen, on ne peut pas avancer vers une digitalisation gouvernementale. Voilà, donc, alors, l'enregistrement, alors pour tout le monde, il y a un enregistrement sur YouTube qui est publié, je crois, le lendemain. Donc, normalement, vous le trouverez sur la chaîne YouTube Qraya Fdar. Donc, il faut juste rentrer sur YouTube, rechercher Qraya Fdar. Vous allez trouver en fait les enregistrements des lives passés et bien sûr de tous les lives des différentes séances. Donc, j'étais avec vous, Mohsen Khadissi, professeur universitaire, entrepreneur, consultant sur la transformation digitale. Merci pour votre attention. Merci également pour votre engagement. Alors, la présentation, elle sera sur le live et à la prochaine séance, toujours, même jour, même heure, samedi prochain à 15 heures. Merci à vous et à la prochaine.